Construction La Vérandrie est fier de s'associer à TVC Basse-Lièvre pour vous présenter l'Informel. Chez Construction La Vérandrie, vos projets nous habitent depuis maintenant 20 ans. Pour en connaître davantage sur tous nos modèles, visitez constructionlavérandrie.com. Aujourd'hui à l'Informel, j'ai la chance de recevoir Richard Abel, un pianiste de renommée et un entertainer apprécié de ses fans. Il célébrera bientôt ses 40 ans de carrière et vient tout juste de lancer son 20e album. En 2016, il a publié sa biographie intitulée « Mon histoire en noir et blanc », dans laquelle il surprend son public avec des révélations chocs à propos de son passé. 3, 2, 1... Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Merci d'être à l'écoute. Merci à ceux qui nous écoutent via MaTV Outaouais ou sinon à TVC Basse-Lièvre. Sinon, si vous nous écoutez sur le web, c'est bien apprécié. Je vous invite à vous inscrire sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous suivre au cours de la saison. Vous avez vu une introduction en début d'émission de mon invité. En fait, il n'y aurait même pas besoin d'introduction. On a un grand de la musique québécoise, M. Richard Abel, qui est avec nous. Merci, Richard, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Jean-François. Qu'est-ce qui t'emmène en Outaouais? Parce que tu t'es promené. Là, je suis flatté que tu viennes me voir, mais tu n'es pas descendu juste pour moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui brasse? Il se passe beaucoup de choses, dont 2 choses majeures, c'est-à-dire que, même je dirais peut-être 3, j'ai lancé récemment un nouvel album, mon 20e en carrière, et ça m'a amené aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec le Journal Le Droit, j'étais à Radio-Canada et tout ça, mais je n'ai pas pu résister à venir te voir ici, parce qu'ici, c'est des entrevues de fond, et au lieu d'avoir que 2 ou 3 minutes à parler de nos choses, eh bien, on peut prendre le temps de le faire. Ouais. Nous ne sommes pas bousculés, et puis moi, je trouve ça tellement agréable. Tout à fait. Et puis, j'ai quand même une certaine histoire avec Buckingham. À l'époque, c'était le nom ici. J'ai souvent joué au CHSLD. Je faisais des concerts bénéfices pour les personnes malades l'hiver avec Mario Ouimet. Et j'avais des amis dans le coin aussi. Alors, je me sentais un peu interpellé par l'endroit et l'émission. Alors, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Ah, ben tant mieux, c'est bien apprécié. Mais tu as dû jouer souvent en Outaouais, on s'entend. Ah, oui. J'ai demeuré 1 an à Montebello en plus. Ah, tu vois? Oui, puis j'ai travaillé 4 ans au début de ma carrière, avant d'être pianiste soliste. J'ai travaillé dans un grand hôtel à Hall qui s'appelait l'Auberge Plaza de la Chaudière à l'époque. OK, oui. Et c'était le seul hôtel luxueux de l'époque. À ce moment-là, je vous parle de ça il y a 35 ans. Okay. C'était l'hôtel dans lequel résidaient les députés, les ministres, des gens très importants. Je pense que c'était une question d'impôt pour que leurs dépenses soient acceptées. Il fallait que ça soit au Québec au lieu de l'Ontario. Alors, j'ai joué dans la région longtemps. Et puis, même d'ailleurs, on pensait que je venais de l'Outaouais. Il y a encore des gens qui pensent ça. C'est vrai? Oui. Mais j'imagine que tu as joué à la Maison de la Culture. Ah, bon, oui, bien sûr. Belle salle. J'ai fait peut-être au moins 3 concerts au Centre national des arts, la grande salle. Et ici, la Maison de la Culture, je ne compte plus le nombre de fois. Et puis, dans différentes églises aussi, Maison des citoyens. J'avais une gérante qui demeurait ici. Ah, tu vois? Oui, qui est décédée maintenant, Lisette Brisebois. Donc, elle me trouvait souvent beaucoup de choses ici, beaucoup de corpos. Alors, c'est pour ça que les gens pensent que je viens d'ici. Est-ce que tu as eu la chance de parler au cours de ta journée, j'imagine, du projet qui s'en vient avec ton ami Éric Simard, qui est l'auteur du livre... le nom Vivre jeune. Vivre jeune. Bon, il a publié plusieurs livres sur vieillir, vraiment bien vieillir. Oui. Tu es associé avec lui pour un projet télé. Ben oui, finalement, je vais animer ma première émission de télé. Je vais faire un peu comme toi. Donc, animer une émission, c'est pas comme être invité. Alors, on a l'émission sur les épaules. Alors, je sais maintenant le travail que tu fais. Et on nous parle dans nos oreilles, on nous dit plein de choses. Il faut respecter des temps et tout ça. Alors, je me suis lancé la semaine dernière. On a enregistré 4 émissions pilotes. Et je te dirais, Jean-François, que l'idée nous est venue au départ. J'ai fait 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle sur le réseau TVA. Une émission religieuse qui s'appelle La Victoire de l'amour, dans laquelle, évidemment, on parlait de religion et moi, je m'occupais du volet de musique. Et chez Télémag, le réseau sur lequel je vais animer ma propre émission, eh bien, ils ont pensé de faire un peu le même concept, mais au lieu de parler de religion, nous allons parler de santé et de vieillissement. Alors, et moi, je vais encore m'occuper du volet musique. Et pour ce faire, eh bien, mon co-animateur sera Éric Simard, que vous avez reçu ici à l'émission. Alors, c'est un homme sympathique. C'est un grand ami à moi. Nous sommes presque voisins. Nous nous sommes rencontrés dans
un salon du livre. Moi, je lançais ma biographie, puis lui, il lançait un de ses livres. Alors, comme la science de la santé, la médecine, ça m'a toujours intéressé, eh bien, je suis allé fouiner dans son kiosque, et puis finalement, nous nous sommes liés d'amitié. Et ça nous est venu comme ça, l'idée au lieu de parler de religion, bien, il viendra nous parler des différentes découvertes, des différentes facettes sur le vieillissement. Il a fait la une de plusieurs périodiques, puis il passe à de grandes émissions de télé, tout ça. Il devient une référence sur le vieillissement. Alors, et je pense que nous allons tous vieillir, donc c'est un sujet qui nous interpelle à quelque part. Alors, la première émission, il va nous parler de démence et d'Alzheimer. La deuxième émission, sur l'inflammation des articulations. Je pense que la troisième émission, c'est sur la qualité du sommeil. Puis la quatrième émission, c'est sur le vieillissement. Alors, j'ai plein de trucs à lui demander. J'ai plein de trucs à lui partager. Et ça va être agrémenté de pauses musicales. Lui, il fait 2 blocs d'informations et moi, je fais 2 blocs musicaux. Alors, c'est une émission qui va s'appeler Vivre jeune en musique et en santé. Alors, la musique et la santé vont se côtoyer dans une harmonie qu'on ose espérer parfaite. Bien, c'est spécial parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit, là, musique et santé ensemble. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un peu pour alléger le tout. Et Éric est un scientifique qui parle parfois avec des mots scientifiques. Alors, moi, je suis là pour un peu vulgariser le tout, lui poser des questions que le commun des mortels se pose. Et je fais toujours un lien, comme la première émission, on parle d'Alzheimer, et je lui dis que j'ai la chance d'avoir une maman de 85 ans qui n'a pas d'Alzheimer du tout. Elle a toute sa tête, puis elle est sharp et tout ça. Et parlant de ma mère, j'aimerais lui dédier une pièce. C'est maman qui m'a donné le goût de jouer du piano. Et là, je me retourne, les entrevues se font au piano, et je me retourne, puis je fais une belle pièce de piano, et ensuite, on continue l'entrevue. Alors, ça serait une idée, ça. S'il y avait eu un piano aussi, j'aurais peut-être fait la même chose. On aurait pu faire la j'imaginais mal, c'est drôle, hein? Je l'aurais pas fait parce que je pense pas que ça aurait pu rendre justice à la qualité de son ou de comment tu peux jouer. Mais c'est drôle parce que j'aurais peine à t'imaginer sur un clavier, tu sais. Non, mais quand ça vaut la peine, on peut avoir un piano. J'ai parfois un piano à queue électrique qui fait maintenant très bien le travail. Aujourd'hui, c'est à s'y méprendre. Les nouveaux pianos électriques, là, c'est vraiment... Ils font de l'échantillonnage presque parfait du piano. En fait, un piano électrique de nos jours, c'est qu'ils enregistrent quelqu'un qui joue du piano, joue une note, et puis ils enregistrent la note. Okay. Donc, c'est un vrai son de piano. Où est-ce qu'il y a des problèmes? C'est au niveau des harmoniques, parce que lorsqu'on frappe une note au piano, les autres cordes vibrent et ça fait des harmoniques. Okay. Alors, quand on frappe la note de Do, on entend les harmoniques en petit qui font la note de sol, le Do, le Mi, le Sol, le Si bémol, le Ré, le Fa. Bon, il y a des harmoniques qui créent ce qu'on appelle une richesse de son. Alors, c'est un défi au niveau technologique d'essayer, avec les pianos électriques, de recréer des harmonies, mais ils en font moins. Alors, ils installent des petits micros, entre autres, ils ont toute une technologie pour que vraiment, là, ça crée l'illusion quasiment d'entendre des harmoniques. C'est intéressant. Ouais. Tu as mentionné ta mère. C'est ta mère qui t'a initié au piano? Oui, ben en fait, elle jouait du piano à l'oreille, mais j'ai eu une enfance très difficile. Puis le piano venait comme un time-out, comme on dit en anglais, comme une trêve dans tout ce brouhaha, je dirais, compliqué qui était ma vie à ce moment-là. Et quand un moment, je jouais du piano, pour moi, la terre s'arrêtait de tourner. Le son qui sortait de cet instrument-là, c'était mélodieux, c'était... Ce que j'ai compris plus tard au niveau scientifique, on a dit souvent que s'il y avait plus de musique, il y aurait moins de guerre. On ne peut pas se battre. Il n'y a pas de chicane avec de la belle musique. On va mettre une musique agressive pour se battre, mais de la belle musique, ça ne porte pas à se battre, ça apaise plutôt. Alors, c'est ce que maman faisait sans le savoir, c'est que lorsqu'elle jouait du piano, ça m'apaisait. Ça apaisait mon cœur, mon esprit. Et pour moi, c'était source de joie, de tendresse, de beaux moments. Et puis, c'était une trêve aussi. Alors, peut-être c'est pour ça que ça m'a marqué tant que ça, mais à un moment donné, j'ai été placé dans des familles d'accueil et j'avais... Les petits magnétophones venaient de sortir, là, puis j'avais enregistré maman au piano. Puis à chaque jour, j'arrivais de l'école en autobus, parce que c'était à l'extérieur de la ville. Là. Je me renfermais dans ma chambre, puis j'écoutais maman jouer du piano. Ça faisait comme la garder plus près de moi. Puis... fait que le piano a un synonyme de ça dans ma vie. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime tant en jouer aujourd'hui. Puis,
je reçois beaucoup de témoignages. J'ai plus de 5000 membres dans mon fan club et je lis tous mes courriels, toutes mes lettres. Il n'y a personne qui le fait à ma place. Je sais qu'il y a des artistes qui ont une équipe qui font ça pour eux, mais moi, je tiens à avoir le pouls du public et des gens. Et puis, je reçois souvent des commentaires qui me disent « Votre musique me fait du bien, j'ai arrêté de prendre telle pilule » ou j'étais un peu dépressif ou dépressive et puis maintenant, ça va mieux, puis la musique fait du bien. » Alors, j'ai l'impression un peu de soigner les gens par ma musique. Moi qui voulais devenir docteur quand j'étais plus jeune. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu une photo de toi habillé, déguisé en docteur. Je prenais ça au sérieux. Là. J'ai 14 ans, je pense, ou 15 ans là-dessus. Et le sarrau, puis le pad. Et en arrière, on peut voir mes instruments chirurgicaux qui me servaient à disséquer des grenouilles puis des souris. Alors, pour moi, je devenais médecin. Là. Je me voyais médecin vraiment. Et à l'âge de 19-20 ans, j'ai bifurqué en musique parce que comme travail pour payer mes études, j'étais pianiste dans une école de chant très connue que fréquentait Ginette Renault et beaucoup d'autres grands artistes. Et j'ai compris la différence entre la passion. La musique, c'est une passion. Et puis, j'étais dans mon cours de biochimie. Le professeur me parlait de carbone puis d'acide adénosine nitriphosphorique qui rentre dans la composition d'un muscle. Puis lorsqu'il se contracte, il libère un groupe de phosphate. Bon, on m'expliquait tout ça. Et moi, je pensais, si je mettais un accord de ré septième avant le sol mineur pour m'en aller en do majeur, ça serait peut-être plus joli. Alors, au lieu d'être des liaisons de carbone, c'était des liaisons d'harmonie dans ma tête. Alors, finalement, il a fallu que je me rende compte que la musique m'attirait plus, c'était plus passionnant. Alors, j'ai bifurqué en musique, mais j'ai toujours continué de m'intéresser à la science, de la santé. Alors, l'émission vient à brûle pour point. L'émission avec Éric Simard, c'est parfait pour moi. Si on m'avait parlé de chasse et pêche, j'aurais été perdu. De mécanique et de voiture, encore plus. De bricolage, encore plus. Mais au moins, je connais les produits naturels, la médecine. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis que je suis jeune. C'est spécial. Comment est-ce que là, ça revient? Ça revient. Tu retournes OK, non, tu n'es pas en médecine, mais tu vas animer une émission. Je vais animer une émission en musique, de musique et de sciences de la santé. C'est merveilleux. C'est moi, c'est ma vie. Alors, c'est vraiment... Je dis merci à la vie. Là. Bon, tu as parlé d'un passé plus difficile ou plus jeune, c'était difficile. C'est quoi qui t'a motivé à dire, OK, ben ce passé-là, je vais en faire un écrit? Ben, c'est pas toi qui l'as écrit, là, mais on va faire un livre pour parler de mon passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Parce qu'avant ça, je pense pas que c'est quelque chose que tu parlais vraiment publiquement. Non, c'est ça. Non. C'était trop pénible. D'ailleurs, le livre a été écrit par un journaliste de Radio-Canada. Un journaliste qui a commencé ici, d'ailleurs. Il s'appelle Denis Martin Chabot. Moi, il y a 35 ans, je faisais mes premières entrevues avec lui qui était à la télévision communautaire de Gatineau. OK. Oui, puis après ça, il est engagé à Radio-Canada, puis il est allé dans l'Ouest canadien, puis je pense qu'il a vécu dans le bout d'Halifax aussi. Alors, pardon. Et quand... les éditions de la semaine m'ont proposé, lui comme journaliste, j'ai fait Denis Martin Chabot, ben mon Dieu, il était là à mes tout débuts. Je vais me sentir comme dans ma vieille paire de jeans si je fais des entrevues avec lui. Et je tenais qu'il y ait un journaliste qui fasse le travail de journaliste en écrivant mon livre. Lui est allé interviewer plein de gens autour de moi pour vérifier mes dires. Okay. J'avais peur que les gens pensent que j'exagère ou, comme on dit au Québec, que je beurre épais et que je vais le faire du sensationnalisme. Alors, lui est allé interviewer ma mère, entre autres. Il a mis le magnétophone devant elle et maman a décidé de tout raconter. Et quand le livre est sorti, maman l'a lu, puis elle a fait une indigestion. Elle m'a dit, je pensais jamais qu'il n'était pas écrit tout ce que je lui ai dit. Ben, je dis, maman, c'est un journaliste. Et moi, je t'avoue, Jean-François, que depuis que le livre est sorti, je n'ai pas été capable de le lire. J'ai assez pleuré en racontant toutes mes histoires de plus jeune un jour, je le lirai peut-être, mais je sais ce qu'il contient. C'est moi qui l'ai raconté pas mal. Et qu'est-ce qui m'a décidé à le faire pour répondre à ta question? Je m'excuse, je m'évade un petit peu des fois. C'est que je rencontrais beaucoup de gens sur la rue, des gars qui me disaient « Hey, toi, Abel, t'es chanceux. La grosse cabane, la BMW de l'année, t'as gagné à 6,49. Hey, toi, là, la vie plus rose que ça, là, tu meurs. » Et j'avais le goût de leur dire « Bonhomme, si tu savais d'où je viens, si tu savais ce que j'ai dû traverser, ce que j'ai dû endurer dans ma jeunesse, tu aurais une autre opinion de moi, je t'assure. » Et les gens qui lisent le livre, comme Denis Lévesque, par exemple, je faisais sa première émission le lundi, puis lui a lu le livre pendant le week-end. Et je devais avoir 20 minutes d'entrevue. Et lorsqu'il est arrivé sur le plateau, il dit « J'ai annulé les 2 autres entrevues, je te donne l'heure entière. » Je dis « Ah oui », il dit « Je croyais connaître Richard Abel, mais on ne le connaît pas. » C'est pour ça que le livre s'intitule « Ma vie en noir et blanc », parce que les gens connaissent les touches blanches de ma vie,
parce que je fais allusion au clavier du piano, évidemment, mais ils ne connaissent pas les touches noires de ma vie, je n'osais pas en parler. Alors, pour une fois, j'en parle, j'ouvre mon cœur. Et de parler de... Lorsqu'on écrit un livre, ça prend un certain courage, mais Daniel Ouimet m'avait dit, tu vas voir, c'est comme une thérapie. Et c'est vrai. Parce que lorsqu'on écrit un livre sur sa vie, on doit tout raconter, on doit tout dire, autant que se peut. On doit parler de notre orientation, on doit parler de plein de choses personnelles. Et de débattre de ça à la télé devant des centaines de milliers de personnes, quand j'ai passé à Paul Arcand aussi, à la radio, tout ça, c'est... Mais tout le monde m'a reçu avec beaucoup de respect, beaucoup de tact. Et je n'ai reçu, miracle, aucun message homophobe à mon égard. Au contraire, les gens m'ont plutôt félicité parce que je ne les ai pas pris pour des cruches. Je ne les ai pas remplis comme des cruches, mais j'ai plutôt ouvert mon cœur et j'ai plutôt raconté mes choses telles qu'elles sont et que je me suis raconté tel que je suis. Je n'ai pas demandé d'être ce que je suis né comme ça. Et puis, c'est comme ça, on doit l'accepter, on doit vivre avec. Et voilà, et les gens ont apprécié que je dise la vérité au lieu que je les bourre de mensonges. Alors, et maintenant, ça met les pendules à l'heure. Donc, les gens qui ont lu mon livre, il est devenu un best-seller. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, c'est vrai, on ne te connaissait pas, puis on comprend pourquoi tu as voulu l'écrire. Parmi les choses dont tu as parlé, il y a la relation avec ton père qui était plus difficile. Oui. Papa avait des problèmes de consommation, d'alcool et de drogue. En fait, il fumait du cannabis et il en faisait pousser, il faisait sécher ça dans le fourneau. Mais bon. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai jamais touché à ça. Et je suis assez honnête pour dire que si j'avais fumé la cigarette, probablement, j'aurais essayé un joint comme tout le monde. Mais comme je ne fumais pas et comme je voyais que ça détruisait sa vie, mais surtout que ça le rendait comme une bête. C'est-à-dire que quand mon père a mis fin à ses problèmes, lorsqu'il a repris sa vie en main, c'était un homme extraordinaire. Alors, ça m'a fait découvrir que mon père n'était pas un monstre. C'est ce cocktail néfaste qui lui faisait faire des choses monstrueuses. Lui n'est pas un monstre. Alors, parce que les 25 dernières années que j'ai vécues avec mon père ont été harmonieuses, ont été superbes. On a fait du ski nautique ensemble. On a même fait un numéro père-fils sur la scène avec mon père. On peut voir ça sur YouTube. Si on tape Richard Abel et Claude Abel, on voit il y a quelqu'un avec un cellulaire, mais c'est assez bien filmé. On est en Floride et mon père n'avait jamais joué qu'un orchestre avec des violons puis tout ça. Et on fait un numéro, il joue de l'harmonica et moi, je l'accompagne au piano avec mon orchestre. Et puis, à la fin, les gens se lèvent debout de façon spontanée. Et puis, je prends mon père par la main, je fais le salut habituel. Puis là, je décide de le prendre dans mes bras et dans l'oreille, je lui chuchote « Ben, on vient de loin, hein? » Puis il avait les yeux pleins d'eau, puis moi aussi. On vient de loin. De se prendre dans nos bras puis de partager la scène, jamais, quand j'avais 10 ans puis 15 ans, j'aurais pensé de faire ça un jour avec lui. Mais justement, il a mis fin aux problèmes de sa vie. Et c'est pour ça que j'en passe, parce que ça donne de l'espoir aux autres qui sont pris avec ce problème-là. Il est possible de s'en sortir. Vous avez une preuve vivante devant vous qui vous en parle. Mon père ne vit plus, mais mon père a mis de l'ordre dans sa vie. Il est devenu sobre et puis il a fait des choses merveilleuses. Et les 25 dernières années, on a vraiment... J'ai acheté ma première maison. Et, mon Dieu, moi qui n'ai pas habile de mes mains, je te dis, Père, je l'appelais, hey, Père, la coutière, le gars, ça coule ici. Il faudrait peinturer ça. Puis une chance, mon père était là. Puis on a vraiment rattrapé plusieurs années, en tout cas. Mais malheureusement, au début, ce cocktail néfaste qui ingurgitait lui faisait faire des choses monstrueuses, dont battre maman à répétition. Et lorsqu'on a 5-6 ans, et on voit son père, maman couchée par terre, mon père assis par-dessus, puis il l'a frappé à coups de poing, c'est traumatisant. J'en reviens pas de la résilience d'un enfant. J'en reviens pas comment je m'en suis sorti sans avoir besoin de soins. En fait, c'est un miracle d'être, pas je dirais aussi équilibré, parce que je ne vais pas me vanter, mais avoir un certain équilibre. Je suis un peu excessif et il y a des choses qui sont restées. Par exemple, il y a des gens qui lèvent la voix dans un restaurant ou dans un bar qui est proche d'avoir une chicane, une bataille, puis là, je viens vraiment mal. Okay. Vraiment mal. Je veux m'en aller de là. Mais bon, alors ça me ramène trop de mauvais souvenirs. Mais à part ça, je suis resté quand même passablement équilibré. On peut dire que tu as réussi, là. Et puis, j'ai réussi de grandes choses. Alors, j'en reviens pas. Comment un enfant peut être résilient à ce point-là. Puis,
Vraiment. Il y a eu des études de fait là-dessus. On a interviewé des enfants de la guerre qui ont fait de belles carrières par la suite et que ça les a peut-être rendus plus forts. On dirait que c'est tout un ou tout l'autre, soit qu'ils s'écrasent sous le poids de leur vécu ou bien ils en ressortent plus forts. Voilà, il y a comme un instinct de survie. J'écris dans mon livre comme préface, je dis il n'est peut-être pas bon de souffrir, mais il est bon d'avoir souffert. Parce que je connais des jeunes, j'ai eu des jeunes élèves, des fois en piano. Moi, je payais mes cours de piano, je travaillais à 1 pièce de l'heure, je livrais des commandes en bicycle. Puis l'hiver, là, c'est pas drôle, là, j'avais ma chaîne de bicycle qui avait débarqué, puis j'avais les pieds dans le slotch, puis les mains gelées, puis je pleurais quasiment, puis des fois, il y a des gens qui me donnaient pas de pourboire, puis je payais mes cours de piano comme ça. Et, tu sais, je l'ai eu à la dure. Puis je vois des jeunes aujourd'hui, leurs cours de piano sont payés, le piano est payé, les parents viennent les mener. Moi, je prenais l'autobus, puis ça. Ils ont tout. Ils ont des iPods, iPads, puis les parents IP. Là. Non, mais ils ont tout. J'ai hâte de les entendre dire ce qu'ils ont manqué dans leur enfance. Et je trouve qu'ils sont moins préparés à faire face aux problèmes, à des défis, à des problèmes qui peuvent arriver. Ils ont été ouatés un peu. Et puis, avec ce que j'ai vécu étant jeune, quand les problèmes arrivent, je suis capable de jongler puis de dealer avec. Puis en tant que, ça c'est un peu plus ton côté personnel, mais en tant qu'artiste, comme créateur, mettons, comment ça l'a influencé, tu penses, ton passé comme artiste, comme tel? Je pense que ça me rend plus sensible, plus terre à terre, évidemment, mais j'ai une sensibilité puis une passion. On aurait dit que lorsque des choses comme ça nous arrivent, on veut se réfugier dans quelque chose. Des fois, c'est dans des jeux, chez les jeunes, ça peut être dans des jeux vidéo, des trucs, on se réfugie. À mon époque, ça n'existait pas, donc il n'y avait pas d'Internet. Alors, on se réfugie dans quelque chose, et probablement que pour moi, ça a été de me réfugier dans la musique. J'y trouvais un refuge, en tout cas, agréable, et on se cherche une passion. Et voilà, et je faisais aussi des mots croisés, je suis cruciverbiste. Alors, c'était... Aujourd'hui, j'analyse ça, puis je voulais comme m'évader de ce qui se passait à la maison, puis de m'occuper l'esprit avec d'autres choses. Et ça fait de moi quelqu'un de passionné. Quand je monte sur scène, j'arrive à transmettre cette passion-là aux gens. Ils la sentent, ils la ressentent. Les gens me disent ça. Souvent, le compliment me vient. Tu sais, vous avez du plaisir à jouer du piano. On sent que vous avez du plaisir. On sent que vous aimez ça. On sent que vous en mangez. Tu sais, bon, mais voilà. Et c'est vrai. J'ai vu des gens chez qui la passion était partie. Ils n'avaient plus de passion. Alors, c'est comme être avec notre conjoint, notre conjointe. On ne s'aime plus, puis on reste ensemble par sécurité. OK, tu veux dire, mettons que la passion de leur art, mettons, est partie. Oui, les a quittés, ouais, c'est ça. J'ai vu un artiste, par exemple, j'ai fait venir à Montréal Al Martineau. Al Martineau, c'est le chanteur qui incarne, en fait, un chanteur dans le film Le Parrain. C'est lui qui chante, puis la tête du cheval qui est coupée, là, c'est son histoire à lui. Et bon, mais lui, ce chanteur-là c'était une grande vedette aux États-Unis. J'ai demandé de venir faire un spectacle à la Place des Arts de Montréal et au Casino du Lac-Lémy ici. Et puis, il a été exécrable. Il faisait son travail que pour l'argent. Il y avait 50 minutes à faire. Il a fait 50 minutes. Les gens lui ont demandé un rappel. Il n'a jamais voulu le faire. Moi, je faisais la première partie de son spectacle. Et au Lac-Lémy, les loges sont directement derrière la scène. Et puis moi, j'ai couru pour aller le voir. Puis il était déjà dans l'ascenseur qui montait à Wilton. J'ai dit, les gens vous réclament pour une autre pièce. Ils vous font une ovation debout. Et il m'a fait signe. Non, moi, j'ai fait mon 50 minutes. Et il n'y avait plus aucun plaisir. Je l'ai invité à manger au baccarat. Et puis, il a été même désagréable. Je lui ai dit... I hope you will forgive me for my poor English. Je lui ai dit, j'espère que vous allez me partager pour mon anglais, me pardonner pour mon anglais qui est un peu boiteux. Puis il m'a dit, parle pas d'abord. Wow. Réponse, c'est ferme ta gueule d'abord. Alors, et la pire chose à faire devant un Américain, c'est de s'écraser. Alors là, j'ai décidé de ne pas m'écraser. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, je croyais que vous auriez apprécié l'effort de vous parler dans votre langue. How about your French? Et là, quand il voit qu'on ne s'écrase pas, là, souvent, ils virent leur chapeau de bord. Hein, et puis, il m'a donné une tape sur l'épaule. Il dit, I'm just kidding, Richard, I'm just kidding. Mais il a été quand même désagréable une partie du repas. Et quand le vin a commencé à faire effet, il est devenu un peu plus jasant. Mais il a connu une histoire un peu semblable à celle du parrain. C'est-à-dire qu'il a dû s'exiler. Il s'est mêlé d'affaires de mafia, je ne sais pas quoi.
il nous racontait qu'un caïd de Boston, de Chicago, est intervenu auprès d'un caïd de New York, je pense, pour pouvoir, parce qu'il a été obligé de s'exiler en Italie ou en Europe. Okay. Puis au bout de 10 ans, il est revenu. Un peu comme dans l'histoire du parrain, quand Michael s'exile aussi, tout ça. Alors, mais il était aigri, il avait plus... Alors, je me suis dit, j'ai eu cette réflexion-là, j'espère que lui, la passion, il l'a quitté. J'espère, moi, qu'elle ne me quittera pas. Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, parce que sur une longue carrière, j'ai pas imaginé que c'est tous les soirs que tu vas être dans une tournée où est-ce que tu as autant le goût de monter sur scène? Est-ce que ça doit arriver des périodes plus creuses? En fait, ça m'est presque jamais arrivé. Une fois, parce que j'étais malade, j'avais une gastro, mais la vraie, là, pour homme, c'est-à-dire que dans ma loge, ils m'ont habillé, ils m'ont mis mes souliers. Je me demande quand j'ai dit comment je vais perdre connaissance. Et puis, je suis arrivé sur la scène, je me suis assis tout de suite au piano et j'ai parlé assis, ce que je fais jamais. Je leur parle debout. Et je leur ai dit que j'étais malade et tout ça, qu'ils me donnaient de l'adrénaline pour continuer. Je ne savais pas si j'allais pouvoir faire le spectacle au complet. Les gens se sont mis à rire. Ils ont dit, il n'avait pas l'air si malade que ça. Ils ont fait, wow. Les gens ne me croyaient pas. Et puis, ça n'a pas été le show que ça aurait dû être, mais eux n'ont pas vu peut-être de différence. J'ai réussi à faire mon spectacle, mais je m'en serais passé. Mais tout le monde était là, c'était plein. C'était plein, quelqu'un avait refusé du monde. Alors, je ne pouvais pas laisser tomber le producteur. Là. J'ai vraiment travaillé malade. Et c'est arrivé une fois aussi, un de mes musiciens m'a vu faire ça, mon directeur technique. Puis c'est arrivé la même chose, c'est-à-dire entre les pièces, il débarquait de scène, il y avait une poubelle, puis il vomissait dans la poubelle, tout ça. Puis là, quand j'annonçais, alors voici, messieurs, dames, là, il revenait sur scène, puis il faisait la pièce, puis il repartait, il se couchait par terre, en côté de la poubelle, par terre. Puis parce que parfois, dans mes présentations, ça peut durer 1 minute et demie. Il se couchait 1 minute, puis là, il se relevait parce qu'il était... Puis ça, vraiment, the show must go on. Alors, je te dirais, Jean-François, à ce moment-là, c'est sûr que c'était difficile. J'étais pas... Ou si les gens ne sont pas respectueux, ils sont bruyants. Exemple, des soupers-spectacles, où est-ce que les gens ont mangé pendant 2 heures et ont pris du vin et sont autour d'une table. C'est pas propice à un spectacle, surtout instrumental. Alors, on commence un spectacle et les gens jasent comme dans un piano-bar. Je ne peux pas donner un spectacle dans cette... Alors, je dois leur demander de garder silence. On a tellement de notes à se rappeler par cœur. Puis les violonistes aussi, puis les musiciens. Alors, je leur explique ça. Richard, je m'excuse, je dois t'interrompre juste une seconde. Oui. Parce qu'on arrive à la fin du segment de 30 minutes, de 28 minutes, qui est sur Ma TV Outaouais et TVC Basse-Lièvre. Je vous invite à aller sur notre site web au www.tvc.qc.ca pour voir la suite de l'entrevue avec Richard. Je suis sûr qu'on va jaser encore longtemps pour avoir plein de choses à se dire. Donc, allez-y, inscrivez-vous, vous pouvez nous suivre. C'est bien apprécié. Merci et bonne soirée. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre de ta phrase, mais malheureusement, des fois, je n'ai pas le choix. Prends ton temps, là, si tu as besoin de moi. Donc, tu disais que dans cette ambiance-là, tu ne pouvais pas performer parce que là, c'était trop bruyant. Mais j'y arrive. La plupart du temps, 9 fois sur 10, je vais arriver à installer ce respect. Je leur dis, écoutez, c'est comme si vous êtes au cinéma et la personne devant vous parle, vous n'êtes pas content. Alors, je vous demanderai si c'est possible. Je sais que vous avez pris un petit peu de vin, mais donnez-moi une petite chance. Et puis, là, donc, c'est un petit peu moins intéressant d'être obligé de faire ça. Mais souvent, à partir du moment où j'ai fait ça, le spectacle est meilleur. Les gens réalisent que oui, en écoutant. Et puis, il faut que je livre la marchandise aussi. Si c'est mauvais ou pas bon, là, ils vont se mettre à parler. Alors, mais j'ai appris dès le départ à être capable je sais pas moi, de livrer la marchandise. Et puis, et les plus beaux compliments, Jean-François, c'est les hommes qui me le font. Ah oui? Ouais. Puis, c'est drôle. Ils viennent à la table de disque à la fin, puis ils me disent Monsieur Abel, je vais être honnête avec vous, puis je sais ce qu'ils vont me dire. Ils me disent toujours la même chose. Je les devance. Je dis, c'est ça. C'est ma femme. T'es venu de force parce que ta femme ne conduit pas. Il dit, c'est ça. Il dit, moi, je pensais de trouver ça plate. Il dit, moi, du piano pendant 2 heures. Je pensais... Mais je pensais pas que tu comptais des jokes, puis on pouvait chanter, puis c'est vraiment varié. Puis en tout cas, je me suis pas ennuyé 1 minute, puis bon, ainsi de suite. Fait que je trouve ça très intéressant. Je dis yes. Mais c'est vrai que pour faire ici, au Lac-Lémé, je pense que j'avais fait une série de 20 spectacles. Pour faire 20 spectacles au casino, je faisais un spectacle le jour et un spectacle le soir. Pour en faire 20, puis à Montréal, la salle est plus petite, j'en ai fait 42. Il faut que le spectacle soit... Il ne faut pas que ce soit un récital de piano. T'sais. Et je n'ai rien contre les récitals de piano, mais c'est différent. Et aux États-Unis, on m'a montré la différence entre un pianiste et un pianiste entertainer. Un pianiste donne un récital, un pianiste entertainer donne un show.
C'était une variété. Liberace avec des costumes, puis des invités, puis tout ça. Puis c'est un peu ce que je fais aussi. Est-ce que tu fais encore des petites salles? Parce que là, on sait que tu es en préparation d'un spectacle à Québec. Mais en fait, je devais faire le Centre Vidéotron, parce que j'ai fait le Centre Bell. Oui. J'ai fait la Place Belle. Je devais faire le Centre Vidéotron, mais ça a été annulé. Ça marche plus. Guylaine Tanguay et moi, on nous a annulés. Alors, il faut croire que... mais la personne qui m'avait engagé a perdu son poste, puis la personne qui a pris le poste du moins, c'est ce genre de spectacle-là. C'est pas l'endroit. On pensait que c'est plus pour les jeunes, et puis ils ont un peu raison. J'ai beaucoup de personnes âgées qui m'ont dit « Monsieur Abel, dans des stades comme ça, on marche trop, il y a trop de marchage. » Pour ma mère qui est âgée ou qui est en ça. Alors, on aime mieux des salles comme la maison ici, l'Odyssée, vous avez, hein? Je parle de la Maison de la Culture. On aime mieux des salles comme ça où est-ce que c'est plus convenable pour nous. Alors, peut-être que... Pourtant, ça avait très bien marché au Centre Bell en 2005. Oui, en 2005. Tu es bien renseigné. Parle-moi d'un animateur qui se renseigne avant de recevoir un artiste. J'essaye un peu. Ah oui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Un jour, j'ai fait une entrevue comme ça, puis le gars commence, puis c'était à la radio, il me dit « Quelle sorte de chanson vous chantez? » Alors, au lieu de le faire mal paraître, je lui ai répondu par une blague. J'ai dit « Je chante la pomme, mais je suis plutôt pianiste. » Et puis bon, là, il a regardé ses notes, puis une chance qu'on était à la radio. Mais c'est le fun de parler à quelqu'un qui est préparé. Et c'est ça. Donc, le Centre Vidéotron, ça a sauté, mais c'est correct. Parce que c'est grand. Quand je fais la Maison de la Culture, par exemple, moi, je n'ai pas le track. 8h moins quart, 8h moins 10. Les gens de mon équipe, ils me disent « Hey, Richard, faut que tu te changes. Là. On commence dans 10 minutes. » Ah oui, fait que là, j'enlève mes jeans, puis ça. Pas de track, pas rien. T'sais. Mais rendu à plus de 3000 sièges, là, Place Belle, le Centre Bell ou la CNA, la grande salle. Quand ça a plus que 2500, 3000, là, on aurait dit OK, là, j'ai des petits papillons dans le ventre. C'est drôle, c'est psychologique, dans le fond. C'est psychologique. Tu vas faire la même chose. Hein? Voilà. Donc, je donne un exemple pour comprendre les gens qui m'écoutaient. On va mettre une planche d'un pied d'ici à 40 pieds là-bas. Puis, je vais vous demander de marcher sur la planche, sur le plancher, jusqu'à là-bas. Vous n'aurez pas de problème. On prend la même planche, on la met en 2 buildings. C'est la même planche. C'est le même show. Mais la perspective est différente. Essayez de marcher sur la planche jusqu'à l'autre côté pour voir. Pourtant, c'est la même planche. Alors voilà, c'est la perspective, c'est la même chose. Moi, 1200 places et moins, c'est ma zone de confort, je suis habitué. Je ne regarde même pas à terre. Je m'en vais de ça. Passer 1200, là, quand ça commence à être 2500, 3000, la planche est plus haute. Puis j'ai plus peur. Mais est-ce que tu apprécies peut-être plus le contact avec le public? Parce que nécessairement, ça doit être différent là, à 5000 personnes versus une salle à 800, mettons. Là. Ben oui, effectivement, la proximité, l'intimité est différente. Puis j'aime mieux ça parce que je suis un gars qui communique beaucoup. Je parle, même des fois, il faut que je m'arrête parce que même des fois, entre les pièces, je raconte des anecdotes, des choses. Puis je prépare la pièce. Mais quand j'arrive pour la jouer, tout le monde est bien préparé. T'sais. Et puis je vais raconter différentes choses. Puis un peu d'humour aussi. Puis, mais je communique beaucoup. Puis on a dit, lorsque c'est plus grand, c'est une autre dynamique. T'sais. Mais c'est correct. C'est prestigieux. Hein? On se sent important quand on fait le Centre Bell. On fait « wow ». Mais quand même, j'imagine que tu as apprécié ton expérience pareil. Ah ben oui, c'est ça. C'est juste que j'ai le track. J'ai le track avant. Mais est-ce que ça se pourrait que ça vient du fait que, parce que tu as joué, puis ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que je trouve ça particulier, tu as joué dans des centres commerciaux. Pour commencer dans tes débuts, mais nécessairement, quand tu es dans un endroit comme ça, tu es tout vulnérable, tout près du monde, les gens peuvent venir quasiment te parler pendant que tu es là. Peut-être que c'est ton début qui a fait que tu apprécies plus le contact plus intime dans tes spectacles aujourd'hui? Pour me faire connaître, tu as raison, Jean-François, j'ai joué dans les centres commerciaux. Je jouais par terre avec un petit piano électrique. Ça faisait minus. C'est humiliant. Je jouais gratuitement. En retour, les gens qui voulaient bien acheter, à ce moment-là, c'était des cassettes. C'était comme ça que je me payais. C'est un peu humiliant de faire ça, mais je ne trouvais pas d'autre moyen de le faire pour me faire connaître. La musique instrumentale est souvent mise de côté, souvent snobée. C'est pas tout le monde, comme toi, qui accepte de recevoir des artistes de musique instrumentale. Je t'en remercie profondément, du fond du cœur, vraiment. C'est un grand plaisir. Mais c'est pas tout le monde. Cet été, je voulais faire des émissions estivales. La seule émission qu'ils m'ont acceptée, c'est Sucré-Salé, mais les 3 autres m'ont refusé. Parce que je fais de la musique instrumentale. Donc, le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de jouer dans les centres d'achat. Et les gens entendaient la musique, mais tu as 30 personnes qui passent devant toi sans même te regarder.
souvent, que ça ne les intéresse pas et tout ça. Alors, c'est très dur et c'est très humiliant. Puis, il y a une personne qui s'arrête à l'occasion puis qui m'achetait une cassette. Puis, quand tu fais de longues heures, le samedi, je faisais de 10 heures à 4 heures. J'arrivais à la maison, j'avais plus de main, j'avais plus de dos. Mais j'avais réussi à vendre 100 cassettes dans ma journée. Alors, c'était beaucoup, puis à 10 piastres, puis bon, j'avais de mon 1000 $. Bon, alors, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc, à la dure. Donc, contrairement à l'opposé de Star Academy, par exemple, qui du jour au lendemain deviennent célèbres en très peu de temps. Mais est-ce qu'ils sont armés à faire face aux difficultés du métier? Ça, c'était une autre histoire. On pourra faire une autre émission là-dessus. C'est ça. Mais dans la même ordre d'idée, je me dis, il me semble qu'une certaine partie pourrait envier la technologie d'aujourd'hui, dans le sens que, ben, d'une part, tu peux avoir accès à des façons de faire de la musique, entre autres ordinateurs et tout ça, plus facilement. Puis en plus, tu peux t'auto-distribuer maintenant avec l'Internet, YouTube et tout ça. Voilà. Ce que nous n'avions pas à l'époque. Définitivement. Parce qu'en 2020, je vais fêter mes 40 ans de vie artistique. Alors, quand j'ai débuté il y a 40 ans, bien, évidemment, je prends un coup de vieux en disant ça, mais évidemment, il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas rien de tout ça. Alors, la promotion, c'était les centres d'achat. Mais j'en ai fait. Je faisais 4-5 centres d'achat par semaine. Je suis partout parce que l'offre que je faisais au directeur, c'était... Je rentrais dans leur bureau, puis il y avait les pieds sur les briques, là. Comme ça, là, j'ai dit, je vais commencer par le cachet et je vais vous demander. Il dit, oui, effectivement, faites donc ça. Je dis 0. Est-ce qu'on part pas pire? Là? Est-ce qu'on peut commencer? Il dit 0. Je ne vous demande rien. Ah, ouais. Il dit, comment tu gagnes ta vie? Je dis, vous me laissez vendre mes enregistrements. Si j'en vends pas, j'en vends pas. Si j'en vends, j'en vends. Vous n'avez aucun risque, je vais vous faire de la belle musique. C'est un deal, ben, on ne peut pas refuser un deal comme ça. Fait que c'était... Puis là, ben, le gaz, quand j'allais à l'extérieur, payer les hôtels, puis tout ça, j'avais du cœur au ventre. Et je voulais réussir, vraiment. Alors, dans mon livre, je parle de tout ça. Alors, toi qui es chanceux d'avoir la BM de l'année, puis ça, ouais, attends une minute, là, on va se parler un peu, là. Il y a eu du travail derrière ça. Il y a eu du travail derrière ça. J'ai pas eu tout ça, ça m'est pas tombé du ciel, là. Sauf le 649, mais encore. Oui, ça. On pourra en parler tantôt. Parce que, tant qu'à parler de tes débuts, c'est drôle parce que le titre de ton premier disque, on appelle ça un micro-sillon à l'époque, c'était Enfin. C'est un journaliste qui avait titré Richard Abel a sorti. Enfin, Richard Abel a sorti son premier album. Puis je dis, tiens, ou est en train d'enregistrer son premier album. Je dis, tiens, je vais l'appeler de même, Enfin. Aujourd'hui, tu regardes ça, les gens ne connaissent pas l'histoire, pourquoi ils appellent ça Enfin? Oui, mais c'est ça. Alors, ça vient de là. Bon. Puis ma face n'est même pas sur le micro-sillon. Alors, on avait mis juste mes mains. On voyait juste mes mains. C'est une erreur avec le piano, encore. J'espère. Oui, mais c'est une erreur parce que quand tu n'es pas connu, j'arrivais dans des cocktails de presse et tout ça. Les journalistes ne me reconnaissaient pas. Ils ne savaient pas qui. Alors, c'était une très mauvaise idée. Alors, c'est d'où l'importance d'être bien conseillé lorsqu'on commence. Mais lorsque tu as eu la chance de tenir ton premier disque dans tes mains, ça a dû être tout un feeling parce que on dirait aujourd'hui on prend ça pour acquis, c'est facile de se retrouver sur Internet, mais à l'époque, d'avoir un enregistrement de quelque chose que tu as créé, là, c'était quelque chose. Là. Oui, puis Jean-François, avant le micro-sillon, j'ai fait 3,45 tours. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi. Je leur montre ça un peu. C'est le plus j'en ai sorti, J'en ai sorti une fois, puis ils m'ont dit « Ah, mon Dieu, un gros CD! » C'était un 45 tours. Mais j'ai pas fait 78 tours. Avant ça, il y avait des 78 tours. Mais j'ai fait 3,45 tours. Alors, ça ne me rajeunit pas. Il faudrait quasiment les montrer, ça serait drôle. Savez-vous c'est quoi un 45 tours? Le pire, c'est qu'on en a. On a déjà eu une disco mobile il y a bien des années ici, puis c'était des disques, c'est drôle. Mais quand même, de le tenir, est-ce que tu te souviens du sentiment que tu as eu d'accomplissement, j'imagine? Oui, quand j'ai reçu ma boîte chez nous, je l'ai ouvert. Là. Si j'avais eu un cellulaire, j'aurais filmé ça. Aujourd'hui, on filme ces choses-là, mais à l'époque, c'est juste dans ma tête. Mais je suis fait, mon premier disque. Puis je l'ai mis sur ma table tournante pour l'écouter. Puis tout était correct. Puis, c'était un beau moment. Tu as appris de ta mère... Donc, tu jouais à l'oreille. Maman jouait à l'oreille, c'est ça. Elle a dit, fais pas comme moi, toi, apprends la musique. OK. J'ai commencé à jouer à l'oreille un petit peu au début. Mais ça n'a pas été long. J'ai commencé des cours avec des religieuses. Ouais. OK. Je pensais que tu avais commencé à l'oreille, puis je me dis, il y a dû avoir un mécanisme que tu dois te défaire puis réapprendre, tu sais, quand tu t'en vas. En fait, c'est une fausse conception, c'est que les pianistes qui jouent du piano ne devraient pas jouer à l'oreille. Oui, non, non, il faut bien jouer à l'oreille, il faut bien la cultiver. C'est que ça, souvent, je comprends les professeurs de piano puis les religieuses et tout ça, ils voulaient pas... Les gens jouaient leurs pièces puis ils leur tenaient par cœur, puis ou jouaient à l'oreille, puis ça...
tout est bon. Il faut jouer à l'oreille, il faut apprendre à lire la musique. Ça. Donc, en tant que professeur, moi, j'ai une passion pour enseigner. Et quand je vois que son oreille est forte à l'élève, je fais tant mieux, on va l'exploiter. Okay. Mais je m'arrange pour lui faire lire plein de choses pour que des choses qui n'existent pas, qu'il n'a jamais entendues, pour ne pas les jouer à l'oreille. Il faut vraiment qu'il lise aussi. Alors, c'est comme si tu étais comédien, puis tu arrivais à réciter par cœur, tu entends un texte, puis tu l'apprends par cœur facilement. Mais il faut que tu sois capable de lire pour être capable d'apprendre tes textes. Alors, il faut montrer les trois. Là. Lire la musique et jouer à l'oreille. Moi, là, j'ai déjà joué pour un artiste puis dans un parc dehors, parce qu'au début, j'étais pianiste accompagnateur, puis là, mes partitions ont volé au vent. Et puis la chanteuse chantait, il faut que tu continues. Là. Hey, j'ai une chance que j'avais de l'oreille. Une chance que j'ai pu jouer à l'oreille, je me suis débrouillé, puis bon, j'ai manqué une coupe de cue, là, mais la chanteuse m'a regardé, j'ai plus de feuilles, là, fait que soin indulgente. Et puis, bon, on s'est rattrapé, là, mais il peut arriver des choses comme ça où... Puis on est dans des soirées, il y a un piano, « Hey, Richard... Et Jude, là. Ben, et Jude, OK. Et Jude, non, je vais jouer au piano, puis on va la faire part. Tu sais, l'oreille va nous sauver dans bien des situations. Ouais. Puis quelqu'un arrive avec ses arrangements, avec des intros différents et tout ça. Alors, il faut être capable de lire la musique. Alors, mais quand j'enseigne, je dis c'est bon d'avoir un peu de tout. Là, mais c'est bien d'avoir de jouer à l'oreille. C'est très bien. Non, ce qu'on disait avant, c'est pas bon. C'est bon, c'est très bon. Toi, j'avais cette préconception-là. Ah oui, c'est ça. Non, c'est très bon. Et tant mieux. Tu as des pianistes, là, Guy Saint-Onge est un grand... C'est un génie au Québec qui était pianiste à Shabada, puis dans le temps, il était à TVA. Et puis, il a une oreille extraordinaire. Il peut jouer n'importe quoi qu'il entend, il peut le jouer. Puis ça, c'est magnifique. Lui, il n'a pas besoin de faire de musique. Lui, part, vas-y, on part, puis c'est beau. Alors, non, c'est un... Moi, j'ai pas assez d'oreilles, je trouve, parce que j'ai plus appris à lire, puis... Mais c'est très bien avoir l'oreille. D'ailleurs, il y a des cours pour travailler l'oreille. Il y a des cours de solfège dans comme ça, pour justement travailler l'oreille. Un élève qui a une bonne oreille, tant mieux. Ce qui arrive, c'est que s'ils ne sont pas disciplinés, ils veulent tous jouer à l'oreille. C'est moins compliqué. Oui, parce que c'est comme plus facile pour eux autres. C'est facile. Donc, il faut qu'ils mettent plus d'efforts. Ils trouvent ça plus ennuyant d'apprendre à lire. Mais s'ils veulent vraiment être musiciens, ils vont le faire. Tu parlais d'accompagner quelqu'un tantôt. C'était dans tes premier emploi, travail, dans le fond, c'était d'accompagner, entre autres, Michel Louvain. Oui, quand j'ai lâché la médecine, premier travail professionnel, c'est chef d'orchestre. C'est ça, je te demandais si c'était ton premier. Oui, c'est ça, premier à ça. Puis mes parents ne voulaient pas que je lâche la médecine, puis je m'en allais en musique, parce que dans la musique, on est tenté par différentes choses. On est tenté par la drogue, par la luxure, évidemment. On entend tous parler. On regarde des films comme... Queen, Elton John, le noir qui chante, Ray Charles, ils ont tous goûté à Edith Piaf. Tout le monde a eu des problèmes de drogue et tout ça. Alors, moi, si j'étais parent, je serais inquiet que mes enfants soient dans la musique parce que je sais ce par quoi j'ai passé. Moi, j'ai tenu tête. C'est à cause de mon père. J'ai vu mon père se détruire. Je voulais tellement pas faire ça. Je voulais tellement pas prendre d'alcool. Puis je voyais ce que mon père... Il ne faisait pas ces choses monstrueuses quand il était agent. C'est juste quand il prenait de l'alcool puis qu'il mélangeait ça avec d'autres choses. Alors là, il perdait la carte. Moi, je disais non. Moi, prendre des substances, c'est ça que ça fait? Je disais non. Jusqu'à temps que des années plus tard, il y a des gens, il y a une famille, entre autres, qui m'ont réconcilié avec l'alcool. C'est qu'eux, ils prenaient un verre pour avoir du fun. Puis là, ils prenaient un verre, la gang, puis là, on pleurait de rire. Comment? S'ils étaient un peu gênés, puis ça les dégênait. Puis là, c'était de faire des folies, puis d'avoir du fun. Puis c'était pas de chicane. Moi, je les voyais boire. Je dis, bon, il y en a un qui va commencer tantôt là, à barber l'autre, quelque chose. Pas en tout. Alors, il y a une façon de boire. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Moi, j'ai laissé mon père faire tout ça. Puis finalement, je ne bois pas aujourd'hui. Je n'ai jamais fumé la cigarette. J'ai jamais essayé les drogues. Puis, mais je serais inquiet que mes enfants s'en allent, si j'en avais, qui s'en allent là-dedans. Mais moi, j'ai été capable de passer à travers. C'est pour ça que mes parents ne voulaient pas trop. Mais quand ils m'ont vu pianiste et chef d'orchestre de Michel Louvain, ça les a calmés. On fait bon, OK. Alors là, ils étaient tous fiers. Là, hey. Mais comment ça a été de travailler avec lui? Michel est un homme passionné aussi. C'est un homme qui... je l'ai déjà vu malade. Et puis, j'ai dit à Michel, on était aux États-Unis, à Wildwood, puis j'ai dit, Michel, on peut couper 2 pièces.
Puis il m'a dit non, ils ont payé, puis ils sont venus me voir, puis je vais toutes les faire. Alors, voilà. Donc, voilà. Si j'avais dit ça à Al Martino, il aurait dit on va en participer 3 si tu veux. Alors, donc, il y a le souci. Michel est un peu soupe au lait. Il se fâche facilement pour dire rien. 5 minutes après, c'est oublié. Il y a de la poussière, il va changer des affaires, l'éclairage. Bon, mais un coup qu'on lui donne ce qu'il veut, c'est correct. Tu sais. Puis, mais au moins, il est sincère. Il est sincère avec les gens. Il fait le métier pour les vraies raisons. Tu en as accompagné plusieurs artistes au Québec. Est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués comme expérience que tu as vécu, que tu retiens plus ou qui sont... Bien, il y a la grande Alice Robbie. Dans ma biographie, je lui consacre un chapitre complet. Alice, si on a regardé la mini-série et le film qu'on a fait sur elle, on sait qu'elle a subi une lobotomie. On lui a enlevé une partie du cerveau en tentant d'enlever une partie de son agressivité. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, elle avait beaucoup de tempérament et c'était pas évident des fois de dealer avec elle. Mais lorsqu'elle montait sur scène, c'était la grande Alice. Alors, elle m'a marqué. J'ai, par contre, tout appris, je pense, de l'école du musical. Il y avait un personnificateur féminin qui était très populaire dans les années 60, 70, 80, qui s'appelait Gilda. Et Gilda faisait du musical et j'ai tout appris de lui ou d'elle ou de ses spectacles. Parce que dans un musical, on doit savoir danser le tap dance, faire des chorégraphies, faire des sketchs, jouer le piano, évidemment, chanter. Il faut tout faire. Et puis si on le fait mal, ça passe pas. C'est difficile. Alors, ça a été ma plus grande école. Je le dois à Gilda. Ouais. Fait que tu as eu la chance de toucher à tout ça. Ça a dû sortir un peu de ta zone de confort. Oui, puis faire du tap dance, par exemple, faire une chorégraphie avec tout le monde, puis quand il y avait une ouverture du musical, c'est tout le monde et c'est à la scène, puis on a des chorégraphies. On ne s'en va pas de même au hasard comme ça. Puis il faut jouer dans des sketchs aussi, avec des costumes, des changements de costumes. Alors, quand j'ai fait des émissions à Radio-Canada dans lesquelles j'avais 2 minutes pour me changer de costume, j'étais habitué. Je n'étais pas engourdi, là, puis emploté. Fait que ça a été ma plus grande école. Oui, je pense. Clairette aussi, qui était une boîte à chansons, qui c'était plus l'art, c'était plus des chansons à texte, chansonniers, tout ça. J'ai retenu 2 autres. J'ai appris d'eux mon métier, oui. Tu me parlais tantôt, tu as enregistré ton 20e album en carrière. Là, on a parlé du micro-sillon. Aujourd'hui, le monde de la musique est complètement changé. Oui. Est-ce que c'est... C'est quoi, genre, je veux pas te mettre des mots dans la bouche. J'allais dire, est-ce que c'est plus difficile? Mais en fait, la question, ce serait comment c'est différent aujourd'hui de distribuer sa musique? Parce que là, le système est tellement différent. On est rendu avec Spotify, iTunes. Là, on dit que les artistes touchent beaucoup moins. Est-ce que c'est aussi difficile qu'on entend? C'est extrêmement difficile. C'est dommage parce qu'avec les réseaux sociaux, on aurait pu vendre davantage d'albums si ça n'avait pas été des Spotify puis du streaming et tout ça. Parce qu'on a eu plus de moyens de parler de notre musique. Ça aurait été extraordinaire. Et puis, on aurait pu faire une fortune, c'est-à-dire que ça nous aurait coûté beaucoup moins cher de faire la promotion. Faire une campagne de 100 000 $ à la télévision, c'est pas rare pour un disque. Mais si on en vend moins, ça devient compliqué. Alors là, on aurait dépensé moins en publicité comme ça, puis ça aurait été magnifique. Mais aujourd'hui, on vend... comme ma nouvelle BMW, il n'y a même plus de lecteur CD dedans. Alors, ça n'aide pas les artistes, ça. Fait qu'on vend beaucoup moins de CD, alors ça devient compliqué. Ça devient plus une carte de visite. Et maintenant, où on va chercher nos sous, c'est dans les spectacles. Mais on espère qu'il y aura une réforme de la loi sur le droit d'auteur pour que les injustices cessent, là, parce que être payé un quart de scène, des fractions de scène à chaque fois qu'on entend notre musique, c'est pas fair. C'est à ce point-là, là. Ouais. Quart de scène. Oui, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, ma pièce a joué, je pense, c'est 1 million de fois pour 4 000 $. Quelque chose comme ça. Wow. Je n'ai pas les chiffres exacts. Là, puis il y en a d'autres dernièrement qui ça a joué, je ne sais pas combien de millions de fois, peut-être 8 millions pour à peine 30 000 $ ou je ne sais pas quoi. Là. Puis c'est comme ridicule. Quand un album coûte des fois 20-30 000 $ à faire, mais peut-être plus. J'ai déjà fait un album qui m'a coûté 106 000 $. Celui que j'avais fait avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. L'Orchestre Philharmonique me coûtait 550 $ de la minute. Wow!
c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça, un album à 4 après que tu as mégas. gagné à 649? Oui. Bonne affaire. Oui, c'est ça. Ça m'a permis, la 649 m'a permis de prendre des risques que je n'aurais pas pris si je n'avais pas gagné. Puis, entre autres, j'étais allé faire cet album-là. Okay. Donc, aujourd'hui, ben, les albums ne coûtent pas moins cher à faire. Quand on va avoir des vrais instruments, sur mon album, on entend 24 violons, la vraie clarinette, la vraie flûte traversière, le vrai saxophone, la vraie trompette, la vraie mandoline, la vraie guitare, la vraie contrebasse. Tout est vrai, là, ou presque. Alors, mais ça coûte des sous. Mais je ne veux pas lésiner trop sur la qualité. Alors, mais on vend moins d'albums. Alors, c'est difficile. On se demande toujours est-ce que c'est le dernier. Et je me pose la question, c'est le 20e, probablement que c'est le dernier. Mais il y a bien des artistes qui se sont aventurés à dire ça, puis ils en ont fait d'autres par la suite. Alors, c'est pas une promesse que je fais, mais ça va dépendre. Tu touches à quelque chose d'intéressant aussi parce que, je sais pas si tu avais vu ça, parce que là, la musique aujourd'hui, tout est différent aussi au niveau de la façon de la faire. Bon, parce que tu parles de vraie clarinette, vrai violon, etc. Aujourd'hui, je sais pas si tu avais entendu ça, mais tu dis que tu es passionné d'enseigner. Je suis sûr que, en tout cas, si tu n'as pas entendu parler, tu vas trouver ça intéressant. Paraît-il que les jeunes apprennent de moins en moins la musique. Ils sont moins intéressés à se donner la peine d'apprendre un instrument de musique parce qu'aujourd'hui, on a la technologie, l'ordinateur pour le faire qui facilite le travail. Qui reproduit le son, oui, c'est ça. Ouais. Au point tel où dans les ventes de guitares, ça baisse. Il y a même des compagnies comme Fender là, qui vont dire qu'ils sont obligés de diminuer leur production de guitares. J'imagine comme artiste, ça doit t'interpeller de dire « Oh, wow, ouais, ça se perd » ou du moins le monde est en changement. Je ne sais pas à quel point ça se perd, mais de voir que les jeunes sont moins intéressés, c'est quand même triste. À mon âge, j'ai vu souvent la pendule aller un peu à l'extrême droite, puis après ça, elle revient, puis ça s'ajuste. Puis ça va trop à gauche, ça, puis à un moment donné, il y a juste un milieu. Admettons qu'on joue de moins en moins d'instruments, tout ça, et les gens font tout à partir d'un clavier ou de l'ordinateur. Là, ça va devenir rare, les gens qui jouent de la musique d'un instrument, puis là, on va se mettre à trouver ça beau. Et là, d'après moi, le pendelier, lui, il va prendre une guitare, hey, un gros CD, tu sais, le 45 tours, là. Il va prendre, hey, ça, c'est une guitare, ça, hein? Puis il va arriver, là, puis avec ses doigts, il va sortir des belles mélodies, des belles affaires. On va faire, wow, c'est lui qui va avoir l'attention. C'est lui qui va faire, parce que tout le monde va être sur l'ordinateur, puis là, à mon avis, ça va revenir. Regardez vinyles, ils reviennent. Surtout un violon. Voilà. Puis surtout un violon. Le violon, on va prendre un instrument. Moi, mes violonistes, je les engage avec un critère. Fais-moi chanter ton instrument. Fais-le chanter. Puis là, s'ils le font chanter, là, c'est beau, je fais t'es engagé. Voilà. Surtout, c'est une belle attitude. Puis je leur dis ça, 2 choses. Tu fais chanter ton instrument, tu le fais vibrer, tu nous touches le cœur avec, et non de façon technique et robotique. Et tu nous touches le cœur, puis une belle attitude. Parce que j'ai expliqué à mes musiciens, souvent je vous engage pour vos aptitudes, mais je dois vous laisser aller pour votre attitude. Alors, mais si vous avez une belle attitude, puis vous avez des belles aptitudes, vous allez faire long jeu. Alors, moi, ma violoniste la plus âgée qui joue avec moi, ça fait 30 ans qu'elle joue avec moi. Mon directeur technique, ça fait 35 ans cette année. Un gars de Touraine, un gars tout près d'ici, de Touraine, ça fait 35 ans qu'il est directeur technique pour moi, Alain Constantino. Cuivre, trompette, saxophone, 25 ans au moins. Alors, je conserve mes gens, je suis fidèle à mes gens, ils sont fidèles à moi, je les traite bien, c'est une grande famille. C'est pour ça que j'ai pas le trac aussi. Quand je m'en vais en Inde, comme en m'en venant ici, là, j'étais en train de dealer avec l'Inde, pour y retourner une 4e fois. OK. Ça, c'est pénible, c'est difficile. D'abord, c'est 24-26 heures d'avion, puis rendu là-bas, je suis hors de ma zone de confort, parce qu'il faut que je parle en anglais, et je suis pas bilingue, alors c'est plus difficile pour moi de communiquer en anglais, trouver les bons mots et tout ça. Et je joue avec des musiciens qui ne me connaissent pas. Okay. Là, je me sens perdu. Je suis vraiment hors de ma zone de confort. Alors là, je suis en train de dealer avec... il veut que j'y retourne pour le mois de décembre pour des concerts de Noël. On est en train de dealer ça. C'est compliqué. Alors, en Inde aussi, il faut aller à la clinique du voyage, puis ça prend des piqûres, des choses 2 semaines avant de partir, des médicaments qu'on prend 1 semaine ou 2 avant de partir. Puis toutes sortes d'antibiotiques qu'on apporte avec nous au cas où. La première fois, mon gérant s'est ramassé à l'hôpital en ambulance. La dernière fois, mon directeur technique, 2-3 heures avant le spectacle, il était couché par terre. Moi, je n'ai jamais été malade, je crois. Mais il faut se brosser les dents avec une bouteille d'eau. C'est vraiment compliqué, l'Inde. Mais par contre,
c'est tellement enrichissant au niveau culturel. J'allais te demander qu'est-ce qui te motive, là? En fait, la première fois que j'y suis allé, je suis revenu une personne humaine différente. Oh. J'étais plus la même personne humaine. La deuxième fois aussi. La troisième fois, je commençais à trouver, c'est loin, c'est long, c'est compliqué, il fait chaud. Et puis là, je sais un peu c'est quoi l'Inde. Puis je vais toujours dans la même région, à Mumbai. Si j'allais ailleurs, mais je suis toujours... Mumbai dans la région, Goa dans la province. Tout ça. Alors, donc là, j'y retourne. Je le sais qu'on m'attend, qu'il fait extrêmement chaud puis que c'est pas des conditions idéales. Puis tu peux pas manger de fruits et légumes, rien qui a été rincé sous le robinet. Fait qu'il faut tout tu manges qui est bouilli, ultra cuit. Alors, ça nous fait apprécier notre beau pays, notre belle province. Puis c'est quoi, plus spécifiquement, qui a fait en sorte que tu es revenu une autre personne? Oh là, on touche à un sujet. La condition humaine, Jean-François, j'aurais jamais pensé voir ça. J'aurais jamais pensé voir la pauvreté à cet extrême-là. J'aurais jamais pensé enjamber des corps humains sur le trottoir que je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts. Je vais te raconter juste une anecdote. Le producteur est une bonne personne avec sa femme et ses 2 enfants. Il m'a expliqué que parce que quand tu es à Mumbai, dans la ville, tu te sens tirer. On tire, ça tire toujours. C'est des enfants qui tirent tranquillement après toi puis qui commandent. Et puis le producteur dit, regarde sa maman de l'autre côté de la rue. Elle est toute cernée. Elle a besoin de cet argent-là pour avoir sa dose. Tu les aides pas en faisant ça. La seule chose, des fois, j'avais des choses à manger. Il dit, il faut que tu l'ouvres. Parce qu'ils vont leur vendre. Il n'est même pas intéressé. Il est intéressé à manger ce que tu lui donnes. Okay. Mais il est encore plus intéressé à l'argent que ça peut lui procurer. Pour sa mère. Alors, tu sais, on m'a dit... C'est pour ça que la première fois que je suis allé, Jean-François, j'ai donné tous mes profits. Et quand je dis tout, c'est T-O-U-T, à l'orphelinat des jeunes filles là-bas. Quand on entend un bébé pleurer dans un container qui a été abandonné, c'est une fille. C'est comme en Chine. Wow. Alors, tous mes profits de la première année, je les ai donnés à l'orphelinat des jeunes filles. Là, tu les aides. La jeune fille qui sort de l'orphelinat a 2 semaines de survie avant de retomber dans la prostitution. Il faut qu'elle soit meilleure qu'un homme, il faut qu'elle parle plusieurs langues, il faut qu'elle sache travailler sur un ordinateur. Elle doit être meilleure qu'un homme pour pouvoir prendre la place d'un homme au travail. Alors, c'est compliqué. Bon, alors, je suis au courant de tout ça. Lors de mon dernier voyage, j'ai une femme qui s'approche de moi avec son bébé dans les bras. Son bébé a comme une cicatrice dans le front. Puis qui est en train de mourir, je ne sais pas quoi, de mourir de faim. Puis elle me regarde, les yeux pleins d'eau. Je ne suis pas capable, j'ai flanché. J'ai mis la main dans mes poches, puis je vais lui donner 5 $. Avec 5 $, elle va manger pendant 1 mois. En faisant ça, le producteur me voit, il se retourne, il lui crie par la tête, je ne sais pas quoi, là, puis elle est partie en courant. Alors moi, j'ai trouvé ça très ordinaire, parce que je me suis dit, à mon âge, tu m'as expliqué la situation, mais c'est à moi que revient la décision. Si je décide, moi, de lui donner de l'argent, c'est ma décision. Alors là, je regarde le producteur avec des yeux lui demandant des explications. Et l'explication qu'il m'a donnée m'a scié les jambes. Il m'a dit, « T'as pas vu ça à la télé? T'as pas vu la nouvelle arnaque qui existe? » J'ai dit, « Non. » Il dit, « Ça, c'est des bébés loués. » La mère qui a des problèmes de drogue est obligée de louer son bébé 25 sous par jour. Parce qu'elle a besoin de sa dose, elle n'a pas le choix. Là, la femme qui a le bébé, elle, c'est pour ramasser de l'argent aussi. Et puis, c'est pas son bébé. Son bébé, il pleure d'en face. Fait qu'elle ne veut pas qu'il pleure d'en face. Elle lui donne de la drogue pour qu'il arrête de pleurer. Elle y maquille, c'est maquillé dans le front. Mais on sait que c'est pas son bébé. Donc, lui, il lui a dit, la police n'est pas loin. Est-ce que tu veux qu'on aille chercher la police, vérifier si c'est ton enfant, puis elle est partie en courant? Wow. On est rendu là. Alors, là, les bébés qui se louent là, à 25 cents par jour pour ramasser de l'argent pour la drogue, j'ai fait comme c'est épouvantable. Ça doit être difficile pour toi d'envisager de retourner à chaque fois, me semble. Ouais. Quand on revient de l'Inde, on revient une personne différente. Quand on voit ça, ça nous remet les pendules à l'heure, ça nous fait apprécier ce que nous avons. Ça... Plus de gaspillage. Je gaspille plus chez moi. Je ferme l'eau en me brossant les dents. Puis du gaspillage de nourriture, il faut vraiment que ça soit exceptionnel. Alors, je trouve le moyen de réaménager les légumes qui restent avec d'autres choses, mon gaspillage. Et voilà. Je m'excuse d'être émotif. C'est parce que c'est quand je me rappelle de ces moments-là... non plus. Là. Moi aussi, je le serais, je peux te garantir. Mais c'est quand même...
si je peux ramener du positif, c'est que ta vie comme artiste t'a permis de vivre des expériences humaines puis de développer comme personne. Ouais. Wow. C'est ça. C'est loin de l'image justement, c'est facile la vie, la BM, tout ça, parce que la vie d'artiste, c'est ça que c'est. Là. Fait que, Et le plus gros cadeau que j'ai eu de la vie, ça a été d'apprécier ce que j'ai. J'ai rencontré des gens qui n'appréciaient plus ce qu'ils avaient. Ils étaient blasés. Il y avait un animateur, il y a bien, bien longtemps, dans les années 70, qui s'appelait Coco Douglas. C'était un animateur de radio gay, un peu féminin, mais très sympathique, qui était dans le jet-set. Lui, un matin, il se levait, il dit « Bon, ce soir, on soupe à Paris. On déjeune à New York. » Je veux dire, c'était comme ça sa vie. Puis il m'a dit « Il n'y a rien de pire, Richard, que d'être blasé. Il n'y a plus rien qui me fait rien. Une belle suite à une chambre d'hôtel. J'en ai tellement vu. Manger du caviar, puis du filet mignon, des affaires. Ça ne m'intéresse plus. De rencontrer des gens avec des beaux costumes, des affaires, il n'y a plus rien qui m'impressionne. Ils sont blasés. » Puis j'ai fait « Ah, ouais. Moi, j'étais pauvre à l'époque, puis j'écoutais parler. Je dis, j'aimerais savoir une belle voiture. » Bon. Alors, aujourd'hui, j'apprécie tout ce que j'ai. Mais c'est parce que j'ai connu cette extrême pauvreté-là aussi. Et puis j'ai connu ce qui se passait ailleurs dans le monde. Puis quand je rentre dans ma maison, ça fait 23 ans que j'habite, c'est encore beau, chanceux. Un beau foyer. J'ai une belle salle de bain en marbre avec un plancher chauffant. Puis c'est agréable. Puis j'apprécie. Puis quand je m'en vais dans ma BM, là, je fais comme... Elle est à mon image. Une BMW, ça t'amène où tu vas aller. Puis ça niaise pas. Puis moi aussi, dans la vie, je suis comme ça. On niaise pas. Un chef d'orchestre, on compte 1, 2, 3, il faut que ça parte. Alors, une BM, ça part. Et puis ça nous amène où est-ce que ça veut aller. Mais je l'apprécie. À chaque fois, je dis, Richard, t'es chanceux, n'est-ce pas? T'apprécies ce que t'as. Contrairement à des gens que je vois, ils n'apprécient plus ça. Alors là, c'est le fun. Puis je me dis, je l'ai volé à personne, je le mérite avec ce que j'ai enduré. Je pense que c'est correct. Puis je pense beaucoup à donner au suivant. Fait que c'est bien important que je le fais. Fait que c'est correct. J'ai envie de... On connaît beaucoup... On sait que tu vas interpréter beaucoup de pièces, mais tu en composes aussi. Très peu, mais... mais tu en as fait quand même quelques-unes. Oui. Puis justement, pourquoi? Parce que quand on apprend la musique, tout ça, souvent, on va avoir beaucoup de créateurs qui vont créer beaucoup. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à interpréter plus que composer? Parce que je trouve que j'ai pas de talent de compositeur. À chaque fois que je compose quelque chose, je le joue, puis j'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part. Puis c'est de plus en plus difficile, justement, composer quelque chose. Trouver une mélodie qui n'a pas été encore faite. Et là, il y a tu parlais de technologie tantôt. Bien là, il y a des chansons qu'on passe à l'ordinateur, puis on s'aperçoit que cette ligne mélodique-là se retrouve dans une dizaine d'autres tunes. Ça nous reste dans le subconscient. On a entendu quelque chose dans un ascenseur, dans une voiture, chez un ami, puis voilà, Spotify. Puis il y a des brides qui ça reste dans nous. Puis quand on compose, on va chercher ces choses-là. Mais quand je les écoute, souvent, je dis, non, ça existe déjà. Puis une fois, j'ai fait une pièce classique, puis j'ai composé un bridge. Je le joue en spectacle. Et puis mes choristes se mettent à chanter une pièce sur le bridge. C'était pareil comme je dis, non, ça m'a déçu. Feelings. OK. Non, feelings. Puis ils chantaient sur mon bridge. C'était exactement la forme harmonique de Feelings. Ça fait, là, aujourd'hui, je m'empêche de jouer la pièce parce que je me dis... Puis tu sais, je joue pas Feelings, mais c'est le même bridge, c'est le même enchaînement mélodique puis harmonique. Alors, pas mélodique, mais harmonique. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'on ne crée pas rien de nouveau jamais. On fait juste faire un amalgame de nos influences. Puis, c'est ça. Donne... Je trouve que j'ai peut-être joué beaucoup de choses, puis là, je m'aperçois que ça a été fait, ça a été fait. Enfin, j'ai de la misère. Il y en a d'autres qui composent. Ou il faut sortir des sentiers battus, puis de faire des choses qui sont plus awkward, plus... Alors, j'ai composé dans ma carrière peut-être une dizaine de pièces, mais ça me prend des mois. Il y en a qui font ça en une journée. Je la laisse dans un tiroir, je la ressors. J'ai un album que j'ai fait l'avant-dernier qui s'appelle « Mes plus belles mélodies ». C'est un peu une compilation, puis j'ai composé 2 pièces dessus. Une pièce qui s'appelle « Parcours de vie ». Je suis assez heureux. Je la jouais hier soir. J'ai enseigné hier. Puis mon élève avait cette partition-là, puis je l'ai rejouée, je l'avais oubliée. Je disais, elle est belle. Ouais. C'est vrai. Puis il y a une autre pièce que j'ai faite pour une grande dame ici dans la région qui s'appelle Mme Huguette Kohler. Mme Kohler était présidente de la Soupière de l'Amitié.
pendant 25 ans. Puis elle a donné des déjeuners aux plus jeunes, aux enfants, tout ça. C'est un mécène, vraiment. Elle avait une bourse, elle donne des bourses à des étudiants qui finissent au conservatoire et tout ça. Et elle a fait beaucoup de choses, Madame Huguette Kohler. Elle est la propriétaire de Autos BMW à Ottawa. Okay. C'est pour ça que j'ai une BMW aussi. Et puis, elle a fait beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être écrire un livre sur sa vie. Et une fois, la ville de Hull l'a fêté. Et puis, à l'hôtel de ville, je ne sais pas quoi. Puis, on m'a demandé de m'occuper du côté musique. Et pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour moi, j'ai engagé un orchestre symphonique de jeunes. C'était l'orchestre symphonique des jeunes de Laval-Laurentide dans ma région. Cinquantaine de jeunes entre 14 ans et 17 ans. Et puis, on y a fait une soirée extraordinaire. Elle pleurait. Je l'ai touchée pour la première fois, vraiment. Et puis, elle se rappellera toujours de ça. Et là, j'ai un deal chez BMW que personne ne peut avoir, mais aussi, c'est une des raisons pourquoi je demeure tout près de Montréal puis que j'ai BMW d'Ottawa. Mais ça a été une grande personne. Et puis, c'est une grande personne encore. Elle a un peu de problèmes de santé ces temps-ci, mais... Puis moi, je pense que la reconnaissance, c'est important. J'ai lu un jour que Ménandre, un poète grec, a dit que le fruit le plus délicieux au monde est la reconnaissance. Alors, j'applique ça dans ma vie souvent. Je vais finir avec une dernière question, si tu permets. Tu disais que quand tu étais jeune, écouter ta mère, c'est ce qui t'apaisait. Est-ce que quand tu t'en vas en spectacle, tu as encore conscience de l'effet que tu vas faire aux gens, que tu leur apportes de la paisibilité, du bien, ou peu importe ce qui est? J'ai conscience, puis je le fais avec conscience. Je le fais aussi dans cette intention-là. Je leur dis des fois dans une pièce, là, dans la prochaine pièce, là, on va rêver. Laissez-vous rêver. Ça. On fait, puis là, quand les violons embarquent, là, puis c'est beau. Il y a des beaux moments que j'essaie de créer comme ça. Oui, en fait, les fans me le rappellent constamment. Hier, avant de m'en venir ici, dans l'Outaouais, je lisais encore des commentaires sur Facebook, puis sur Internet, puis ça, puis ils me disent la même chose. Ils me rappellent que ma musique leur fait du bien. Genre, mon Dieu, mais c'est magnifique. C'est magnifique, Jean-François, de faire un travail qui apporte de la joie, du bonheur ou du bien aux autres. Contrairement à un policier qui donne des contraventions. Son travail ne doit pas être très plaisant. Il est nécessaire, j'en conviens, mais il ne doit pas être plaisant. Alors, je suis content de plutôt faire le mien que le sien. Sur ce point-là, en tout cas. Là, tu viens d'enregistrer ton 20e album. Tu as eu déjà une longue carrière. Nécessairement, ce qu'on vient de dire, c'est ce qui semble être ta motivation, continuer à faire du bien. Est-ce que tu as l'intention de continuer à faire du bien aux gens pendant longtemps? Oui. Ah oui. Ah oui. Je regarde aller Michel Louvain, entre autres, notre crooner du Québec. Il y a 84, je pense, puis il fait une tournée. Là, je pense qu'il fait une centaine de villes, de salles, puis tout ça. Alors, je trouve ça magnifique. Alors, je me suis dit, tant que la santé va m'habiter, et je m'entraîne, je fais de la natation. J'ai une passion pour les sports nautiques. Je fais du ski nautique et à tous les étés. Puis et je me tiens en shape comme ça en faisant de la natation. Fait que tu écoutes les conseils de ton ami Éric d'abord. Éric Simard aussi. Alors, je prends ses produits beaucoup et j'essaie de bien manger. J'ai un défaut. Je vous disais tantôt que je ne consommais pas d'alcool ou de drogue ou quoi que ce soit, mais j'ai un faible pour le sucre. Et d'ailleurs, plus qu'un faible, j'ai... Ah oui. Et... Éric Simard me dit tout le temps, Richard, puis je vais chez lui, je prends un café, je dis, mais moi, une demi-cuillerée de sucre. Il dit, non, tu devrais le boire noir. Mais non. Alors, on s'astine un peu, puis là, je lui dis à la blague, j'aime toujours faire des blagues, puis je lui dis, en tout cas, je ne suis pas diabétique. Alors, puis d'ailleurs, Jean-François, moi qui aime faire de l'humour, je terminerai comme dans mon émission, je termine sur une note d'humour, mais je connais un couple de diabétiques, lui, il s'appelle Alain, puis elle s'appelle Lynn. Et tu sais comment ils font l'amour? À l'insuline. Ça rit en régie, mais je sais. C'est une blague que j'ai racontée à Sœur Angèle. Elle est propre. Alors, je ne sais pas si je la raconte dans mes émissions que je vais faire avec Éric, mais c'est le genre de petite blague propre que je raconte. Sœur Angèle a bien ri quand j'ai raconté ça. Mais je voudrais vraiment prendre le temps de te remercier de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur comme ça. Je pense qu'on a fait 1 heure d'entrevue. C'est pas plus. Et puis, vraiment, puis c'est avec toi, je disais en régie tantôt,
j'ai dit, wow, j'ai hâte de faire l'entrevue avec cet animateur-là parce qu'il laisse parler ses invités. Et je lis en régie, ils peuvent le dire. Voilà. Et en plus, ils vont te confirmer dans l'oreille. Et puis, tu es en plus préparé. Et j'aimerais ajouter, si tu me le permets, que s'il y a des gens qui veulent savoir où je serai en spectacle prochainement, la meilleure façon, c'est de consulter mon site web. Et dans mon cas, c'est facile, c'est mon nom en un seul mot. Alors, c'est richardabel.ca. Parce qu'imagine-toi que .com était pris. Il y a un gars au Nouveau-Mexique qui s'appelle Richard Abel et qui vend des maisons. Et puis là, j'ai entré en contact avec lui. J'ai dit, moi, je suis un artiste, puis j'aurais besoin de richardabel.com. Puis il voulait me vendre ça 10 000 Bon, je lui ai dit, pour 10 000 on va aller à richardabel.ca, qui veut dire Canada, puis ça va être correct aussi. Alors, et puis là-dessus, il y a toutes les informations. Sur mon site web, on peut même entendre des extraits de tous mes albums que j'ai enregistrés. Okay. Les gens aiment bien ça, des fois, pour se faire une idée, d'entendre un extrait. Et je ferai peut-être comme Éric Simard, j'aurai probablement les émissions que j'ai enregistrées, Vivre jeune en musique et en santé, probablement qu'elles sont aussi disponibles sur mon site web aussi, richardabel.ca. Je mettrai le descriptif là, dans le bas de la vidéo. Vous allez pouvoir suivre le lien sans problème. C'est donc gentil, Jean-François. Gros merci. Ça me fait plaisir. Vraiment le fun. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.